Donc je suis très très content d'être parmi vous aujourd'hui pour cet atelier avec mon ami Lamia, que tout le monde connaît. Et donc j'en profite pour remercier bien sûr les organisateurs, en particulier le bureau de la BNF, de la BELIP, des formations professionnelles, et naturellement tous les gens qui sont, la plupart sont des amis, qui sont présents ici. Donc l'atelier va se dérouler de cette manière, c'est-à-dire que, comme c'est un atelier en binôme, Lamia va présenter deux scénarios, normalement, deux scénarios, et on va, bien sûr, c'est interactif. C'est pas un cours, c'est un atelier interactif. Et à ce moment-là, en fonction, bien sûr, de vos réponses et ainsi de suite, on va vous amener à réfléchir tous ensemble sur comment réagir face à des situations auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Sans trop tarder, je passe la parole à Lamia. On va faire comme tu viens de le dire. Je ne vais rien rajouter de plus. Donc très contente aussi et très heureuse de vous retrouver. Et puis sans trop tarder, pour ne pas avoir les foudres de Khalid, on va commencer. Et on commence, hein? On commence par le premier scénario. Voilà. Donc vous êtes appelé à assister à un accouchement. C'est une maman qui est prémigeste de 28 ans. Elle est à 39 semaines de gestation. Elle s'est présentée à la maternité avec une diminution des mouvements fœtaux. Elle n'est pas en travail, les membranes sont intactes et la présentation est céphalique. Alors, on vous appelle pour vous mettre au courant. Comment est-ce que vous vous préparez à cette naissance? Qu'est-ce que vous faites? On demande un monitoring ici. Je vais noter ce que vous dites. Ok. Donc on a le monitoring. L'histoire de la grossesse. On fait une pause. D'accord, le RCL. Le RCL. D'accord, ok. Alors on a aussi l'histoire de la grossesse. Oui. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Les échos anténatales. Le bilan. Vous demandez quoi plus exactement? Donc on cherche le bilan. Est-ce qu'elle est connue diabétique? Bilan d'infection. Donc vous entendez par ça les sérologies. Donc sérologie, diabète. Prélèvement vaginal. ECDU. ECBU. Voilà, donc l'histoire de ces mouvements fœtaux qui ont diminué, quand? Tension artérielle de la maman. Oui. Ouais. Oui. Quoi d'autre? Alors, quelles sont les pathologies qui vont donner une diminution ou des mouvements actifs fœtaux à 39 semaines? C'est-à-dire qu'elle est à terme. C'est-à-dire qu'elle est à terme. Oui, l'asphyxie périnatale, d'accord, mais elle n'est pas encore en travail. Voilà. On a dit que les membranes sont intactes, donc elle n'est pas encore entrée en travail. Hein? L'HTA gravidique. L'HTA, oui, il y a une pathologie qui est assez fréquente malheureusement au Maroc, pour laquelle vous avez demandé le bilan, mais oui, ça a été déjà le diabète. Le diabète, les morts fétales, l'hétéro, la mort subite du fœtus. Vous avez regardé les
Donc c'est très fréquent malheureusement dans les diabètes. Quoique chez cette maman de 28 ans, on ne va pas faire une recherche systématique. Elle est jeune, on va dire. Tout à fait. Sauf si on a des points. Merci. Voilà. Des points Quoi d'appel. d'autre qui peuvent expliquer ça? Donc les pathologies maternelles, diabète, et quoi d'autre? Quand on est malade, on prend quoi? Les médicaments. Qu'est-ce que la mère a pris comme médicament qui pourrait retentir sur ses fœtus et ralentir les mouvements actifs fétaux? D'accord? Très bien. Le problème rénal. Un problème chez la maman? Ouais. Oui, C'est possible, c'est aussi. Une Ça peut néphropathie. s'intégrer dans... Et là, ça se complique par une HTA ou par... Même le diabète. Ouais. Beaucoup de choses. Et donc finalement, cette réflexion que vous faites, en fait, c'est des choses qu'on va faire à chaque fois, à chaque appel de naissance. N'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle anticiper. L'anticipation. C'est l'anticipation. Donc c'est ce qu'on dit toujours. Il faut anticiper. Donc comment anticiper? C'est de chercher toujours, c'est de faire ce conseil-là avant même la naissance. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Toutes les dernières recommandations aussi de l'IFCOR, qui sont sorties les plus récentes, c'est qu'on insiste sur le fait d'anticiper. Alors anticiper et être fait, et être prêt. Il ne faut pas présumer, mais plutôt anticiper. Il faut toujours se dire qu'il faut s'attendre à réanimer plutôt qu'accompagner. On va dire ça. Oui, tout à fait. Et donc ça sous-entend qu'on doit dépister toutes les situations à haut risque. Si c'est possible, faire un transfert in utero, si la maternité ou le lieu où vous êtes ne vous permettra pas de prendre, vous anticipez donc et vous pensez que vous ne pourriez pas prendre en charge ce nouveau-né sur place, il faut toujours le transférer in utero, c'est la meilleure ambulance pour le transfert des fœtus et des nouveau-nés, des futurs nouveau-nés. Il faut communiquer avec la famille, donc expliquer, communiquer avec le professionnel, donc quand ils arrivent, avec les sages-femmes, avec le gynéco, donc le pédiatre quand il est appelé, c'est pas seulement pour accueillir, mais il doit aussi s'entretenir avec toute l'équipe. Et puis, donc, on doit préparer notre matériel. Voilà, donc on doit toujours être prêt. Elle a utilisé le mot communiquer. Elle n'a pas utilisé le mot informer. Pourquoi? Informer, c'est dire une vérité. Ça veut dire que je vais dire aux parents, votre enfant est prémat de 36 mètres, c'est une vérité. Communiquer, non, je vais leur dire, il est prématuré, il peut poser ça comme souci. Je peux même pronostiquer, si vous voulez, sur l'avenir. C'est ça la différence entre les deux. C'est pour cela qu'elle n'a pas dit informer, elle a dit communiquer. Ça veut dire qu'il faut plus que de l'information, il faut donner l'information et communiquer autour de l'information. Et donc à chaque fois, on devra tout le temps chercher. Donc tout ce que vous venez de dire là, tout si on reprend, c'est en fait on cherche des situations soit maternelles, soit des situations fœtales, soit des situations donc, qui sont liées donc, au déroulement de l'accouchement qui risquent de nous poser problème. Donc, en fait, c'est ça. Il faut toujours partir par ça. Donc de là, donc, les situations maternelles, les situations fœtales. Et donc on va voir bien sûr tout ce qui est liquide amniotique, cordon, etc. Donc toujours on se posera ces questions-là. Absolument. Vous avez des commentaires? Vous avez quelque chose? Des questions? Je pense que c'est des choses qui sont simples, mais qu'on n'a pas l'habitude aussi de faire. Quand on arrive souvent en catastrophe avec la sortie du bébé, et on n'a pas le temps de voir tout le dossier, etc. Donc il faut vraiment insister sur ça. Alors voilà, donc on a interrogé, on a revu son dossier, etc. On a trouvé qu'il n'y avait pas de facteur de risque particulier chez cette maman, grossesse bien suivie, tout va bien, pas de facteur de risque. Alors le RCF, la sage-femme vous dit qu'elle trouve des DIP type 3, la présentation elle est céphalique, et là le gynéco vous dit indication d'une césarienne en urgence. Alors à la naissance, le liquide est clair, le bébé il est hypotonique, il n'a pas de mouvement respiratoire. Que faites-vous par la suite?
Vous êtes là. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. Donc, notre collègue il dit il ne respire pas, donc il faut assurer l'oxygénation avec le positionnement, les aspirations et ainsi de suite. Effectivement, c'est la première étape de l'ILCOR. D'accord? Première étape de l'ILCOR, c'est quoi? Donc là, on était tout à l'heure dans l'anticipation. L'anticipation, c'est valable pour toute situation à laquelle, toute situation d'accouchement, vous devez normalement anticiper. Nous disons qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe. Et après, là, on arrive dans la première étape de l'ILCOR. La première étape de l'ILCOR consiste à quoi? Se poser 3 questions et avoir 3 réponses. Première question, c'est est-il interne? Deuxième question. Est-ce qu'il respire? Oui. La troisième. Est-ce qu'il a un bon tonus? Je vous rappelle que vous faites que l'observer. Voilà. Vous ne touchez pas encore. Voilà. Est-ce qu'il a un bon tonus? Est-ce qu'il respire? Et est-ce qu'il est actif? Donc la réponse là, il ne respire pas. Donc il n'est pas. Coloration de bébé. Non, Alors est-ce que vous pensez que la coloration elle reflète quoi en fait? Problème cardiaque. La Alors, à la naissance, au T0. Alors, 2 choses. Premièrement, l'ILCOR, vous savez que depuis 2010, il a retiré quelque chose, et en 2015, il a retiré autre chose. La première des choses qu'il a retirées en 2010, c'est quoi? C'est la coloration. En disant que la coloration n'est plus intégrée dans l'algorithme de l'ILCOR. Et en 2015, c'était un autre élément qui a été retiré, je ne me rappelle plus, mais ça va me revenir. Donc là, les 3 questions, on s'est posé 3 questions, on a 3 réponses. Il est à terme, il a 39 semaines, c'est clair. Mais il ne respire pas et il est hypotonique. Ça veut dire qu'il a 2 critères qui vont l'intégrer dans votre algorithme. Là, il rentre dans l'algorithme de l'ILCOR, dans votre manœuvre de réanimation. Donc la coloration en oubli. Oui. Donc la coloration, l'ILCOR recommande, c'est une recommandation opposable, de la remplacer par la saturation à la main droite. Voilà. Donc ça, c'est une recommandation internationale opposable normalement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire, comme vous dites? Donc la première étape, c'est la phase A. C'est la première étape. Première étape de l'ILCOR. Donc, voilà, sécher, stimuler, désobstruer les voies aériennes supérieures, permettre à l'enfant de positionner, permettre à l'enfant de respirer tout seul. Donc c'est toujours les 3 questions. Est-ce qu'il est à terme? Est-ce qu'il respire ou crie? Parce que, voilà. Est-ce qu'il a un bon tonus? Donc si on répond 3 à ces bonnes questions, à ces questions-là, à ces 3 questions, ça veut dire que votre petit, il a une bonne adaptation à la vie extra-utérine. Ça, voilà. Et donc, là se pose la question, qu'est-ce que vous faites à ce cordon-là? Donc, il sort, je vous rappelle, vous l'évaluez de suite. Hein. Le cordon, vous en faites quoi? Vous le coupez, il va bien. Oui. On laisse combien? 3 minutes. On ne va pas faire des prélèvements en cas. Non, nous on dit que s'il va bien, s'il allait bien, donc si notre bébé ne va pas bien. Mais si on avait répondu 3, s'il respirait, il criait, qu'il était bien, vous feriez quoi? Oui. Il faut faire un clopage retardé du cordon ombilical. D'accord? Et dans ce cas-là, vous mettez l'enfant au-dessus de sa mère, en-dessous de sa mère, ou à quel niveau? À quel niveau il vous allez le positionner? Vous le mettez en bas, vous le mettez en haut, vous le mettez sur son... Très bonne question, très bonne réponse. Quelle que soit la situation, vous pouvez le mettre au-dessus de la mère. Alors, on a arrêté de dire il faut mettre l'enfant en déclive par rapport à ses mères. Parce qu'on a considéré que le cordon ombilical était une espèce de tuyau qui fait véhiculer le sang. Le cordon ombilical et le placenta, ce sont des organes.
c'est un organe. Et particulièrement le placenta, parce qu'actuellement, il y a énormément de recherches qui se font sur le séquençage de l'exome au niveau du placenta, qui montre, qui explique pourquoi il y a ce qu'on appelle des malformations génétiques des nouveaux, qui ne sont probablement pas aussi des nouveaux que ça, et qui sont probablement d'origine placentaire et non pas d'origine fœtale pure. Mais ça, c'est un autre débat qu'on en parlera quand on parlera, si vous voulez, du séquençage de l'exome total. Donc, on positionne l'enfant sur le ventre de sa mère, on n'est pas obligé de le mettre plus bas, parce que le cordon ombilical est un vaisseau qui va commencer à pomper le sang de la mère, le fœtus, enfin vers le nouveau-né, parce qu'il est né. Voilà, donc dans les meilleures des situations, les meilleurs des cas, donc on va le positionner sur la mère, on continuera de le surveiller. Alors le clampage du cordon, pas 3 minutes quand même, mais on ne va pas se précipiter pour clamper le cordon. On peut même attendre les 60 secondes. Oui, une pour minute. Le faire. Une minute. À deux, c'est voilà. Rare qu'on peut attendre 3 minutes. Donc entre 30 et 60. Et ça aussi, ça fait partie des dernières recommandations. Oui. Donc pour tous les nouveau-nés à terme ou ceux qui sont proches du terme, donc au-delà de 32 semaines, si tout va bien, on ne se précipite pas non plus pour couper le cordon. Oui. Alors pour notre petit, donc ça c'était les dernières recommandations, donc c'est ce qu'il recommande. Alors pour les moins de 28 semaines, ça c'est une autre histoire. Il faut surtout pas faire de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est traire le cordon. Pour cet enfant-là, qu'est-ce que vous faites pour le cordon ombilical? Qui clampe le cordon immédiatement avant de commencer la réanimation, les manœuvres de réanimation? Parce que je vous rappelle qu'il ne respire pas, qu'il ne crie pas. Donc vous devez normalement le réanimer. Qui clampe? Je pense que vous allez tous le clamper parce que vous n'avez pas la possibilité de faire de la réanimation, ce qu'on appelle de la réanimation à cordon intact. Parce que pour ça, il faut avoir des tables spéciales. Donc ce sont ça s'appelle des lifestyle, quelque chose comme ça, c'est une espèce de table triangulaire qui se mettent soit entre les jambes de la mère, soit juste à côté de la mère, et vous pouvez continuer à ce moment-là à réanimer l'enfant en aidant le cordon intact. Ce n'est pas le cas, à mon avis, encore en tous les cas au Maroc. Donc, vous allez clamper immédiatement et vous allez vous occuper immédiatement du nouveau-né. C'est ça? Il me semble? Oui. Très bien. Est-ce qu'il peut, dans ce cas, commencer à clamper à distance? Il faut avoir la possibilité de continuer à réanimer l'enfant alors que le cordon est toujours collé à sa mère. Ça veut dire que tu réanimes l'enfant à côté de sa mère. Oui, si l'enfant peut monter du côté du placenta. Ou tu peux laisser, si tu veux, une longueur. Peu importe. Mais tu ne peux pas continuer à réanimer avec ce qu'on appelle un cordon intact. Ça veut dire que tu ne clampes pas. Nous, on commence à le faire, y compris dans l'asphyxie. Maintenant, on commence à le faire parce qu'on a acheté un équipement depuis maintenant 2 ans, où on peut avoir à ce moment-là la possibilité, parce que c'est une table qui est spéciale, qui est équipée de quoi ventiler et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on la met soit entre les jambes de la mère, soit juste collée à la mère. Et à ce moment-là, on peut réanimer avec le cordon qui continue à alimenter le... Voilà. Il faut s'équiper et s'entraîner Voilà. aussi pour le Donc, faire. il ne faut pas se mettre en difficulté, en quelque sorte. Donc, si vous n'avez pas encore le matériel pour pouvoir faire réanimation à cordon intact, ne le faites pas au hasard parce que ça nécessite quand même une certaine formation et un certain équipement. Donc, ce qu'on retient que la première étape, même si cet enfant-là ne respire pas, qu'il n'a pas un ventonus, qu'il ne crie pas, on va commencer par les premières étapes de l'ILCOR, c'est-à-dire le positionner, donc le sécher, le stimuler. Alors l'aspiration, est-ce que vous aspirez tous les bébés? Maintenant, on parle de ce qui doit être fait. Il y a une grande différence de garder le cordon intact ou le couper Oui. Quand l'enfant est en souffrance ou bien il a du mal à respirer. Alors, ce qui a été démontré jusqu'à présent, il y a eu quelques... à ma connaissance, je ne sais pas encore de méta-analyse, mais il y a quand même
pas mal d'articles qui sont sortis récemment qui montrent que l'adaptation hémodynamique, je ne parle pas respiratoire, l'adaptation hémodynamique des enfants, des nouveau-nés qui sont réanimés avec un cordon intact est significativement meilleure que ceux qui ont été réanimés après clampage du cordon. Sur le plan hémodynamique, c'est franchement, parce que Sania est là, donc tu gagnes en précharge. Donc c'est l'équivalent pratiquement d'un remplissage que tu apportes pendant ce temps-là. Si la maman reste Comment? Si la maman reste éveillée et qui... Oui, bien sûr, il faut que le cordon continue à battre aussi. Parce qu'au bout d'un moment, le cordon s'arrête de battre, donc il n'y a plus rien qui passe. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement quelqu'un touche le cordon pour savoir s'il bat toujours. Jacques, quand je défense, il y a des équipes, il y a toute une équipe et on travaille vraiment à... C'est des espaces vraiment... C'est-à-dire qu'il y a au moins un qui explique à la mère ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va masser, on va ventiler, on va parfois intuber, alors que le cordon est toujours là, et que la mère, elle est à côté. Elle est collée avec son bébé. Oui, c'est un entraînement particulier. Donc notre bébé, on a dit qu'on va le positionner. Oui. Donc là, on va rester classique. On ne va pas faire un cordon intact. On va couper le cordon. Parce que l'enfant, il ne respire pas. Donc il est en train de s'asphyxier. À ce moment-là, on va clamper le cordon et s'occuper de l'enfant. Alors vous l'avez bien positionné, vous l'avez séché, vous l'avez stimulé, vous l'avez même aspiré pour vérifier qu'il n'y a rien. Oui. Parce que, comme vous dites, l'aspiration, c'est à la demande, jamais systématiquement. Ça aussi, c'est une nouvelle recommandation. Oui. On n'aspire pas systématiquement un nouveau-né. On l'aspire si nécessaire. Et si on a, par exemple, si on va le ventiler par la suite, oui, on l'aspire. Mais sinon, non, il ne faut plus le faire. Alors, vous avez fait tout ça, eh bien, il n'y a pas de mouvement respiratoire. La fréquence cardiaque, elle est à 40. Ça vous inspire quoi, une fréquence cardiaque à 40? Bradycardie. D'accord. Et c'est... À partir de quelle valeur vous parlez de bradie chez un bébé comme ça? Moins de 60. Moins de 60. Et à partir de quel moment vous parlez d'arrêt cardiaque? Eh oui, j'ai dit. Donc on est en arrêt cardiaque. Le fait d'avoir 40 par minute, donc 40 par minute que vous allez mettre relativement par rapport à sa fréquence de base qui est de 140-150, ça veut dire le 1 quart. Ça veut dire que comme si vous avez un adulte qui a une fréquence à 15 ou 16 ou 17, fréquence cardiaque à 17 par minute. C'est l'équivalent. Donc à 40 par minute, on est en arrêt cardiaque parce que la fréquence cardiaque à 40 par minute ne peut pas assurer l'oxygénation tissulaire. Et la définition de l'arrêt cardiaque, ce n'est pas un cœur égal à 0. Cœur égal à 0, ça s'appelle l'asystolie, ça s'appelle la mort. La définition de l'arrêt cardiaque, c'est l'impossibilité pour le cœur d'assurer l'hématose, l'oxygénation tissulaire. Et l'apport énergétique au niveau tissulaire. Donc 40, elle ne peut pas assurer. Sauf dans des cas particuliers exceptionnels qui sont les BAV, où il y a un phénomène d'adaptation qui a eu lieu pendant la période fétale, et c'est très particulier. Yes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous allez positionner votre enfant, vous l'avez installé. Par le massage cardiaque. On démarre par le massage cardiaque, très bien. Donc vous avez positionné votre enfant, vous l'avez aspiré, vous l'avez oxygéné, vous l'avez ventilé. Voilà, ventilé. Pas encore? Non. Pourquoi je vais le masser directement? Ah non. Qui masse d'abord d'emblée et qui ventile d'abord? Très bien, donc la ventilation. Oui. Alors comment est-ce que votre cœur, à votre avis, peut démarrer en le massant si vous n'avez pas de... Donc, alors, l'ILCOR, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, premièrement, il faut positionner des obstrués
permettre l'oxygénation spontanée, ça veut dire la stimulation et tout le reste. Si ça ne marche pas, ventiler, avec ou sans oxygène? Sans oxygène, très bien. Pourquoi sans oxygène? Pourquoi? Toutes les situations? Oui, pourquoi sans oxygène? Ou pourquoi avec oxygène? Pourquoi avec oxygène? Alors, on ventile bien sûr sans oxygène, c'est la recommandation de l'ICO pour deux raisons. Première raison, c'est que la désaturation est physiologique pendant les premières minutes de vie, jusqu'à peu près M10, où on peut avoir une saturation inférieure à 90%. Ça, c'est physiologique, parce qu'il y a une baisse progressive des pressions pulmonaires, d'une part, et d'autre part, on sait que l'oxygène, quand il y a un arrêt cardiaque, l'oxygène, il est néfaste, parce qu'il y a une libération massive de radicaux libres qui vont s'accumuler au moment où il va y avoir le phénomène de ce qu'on appelle le reperfusion. Ça veut dire que quand le cœur repart, là il y aura un relargage des quantités industrielles d'oxygène. Donc on va ventiler sous air. Et une fois qu'on a ventilé sous air, pendant combien de temps? 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Évaluation. On évalue quoi? La fréquence cardiaque. Si la fréquence cardiaque est inférieure à 40, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait des lits. Donc on continue la ventilation et on commence le massage. Donc première étape, toujours ventiler en pression positive. Tout à fait. Toujours. Donc il est à terme, on va le ventiler avec de l'air, pas d'oxygène. Donc on ventile. Et puis toujours, on a dit, il y a une évaluation. Donc il y a une action. On décide et puis après on réévalue. Et on va réévaluer toujours sur 3 éléments. Toujours la fréquence cardiaque, la respiration et le tonus. Voilà. Donc la fréquence cardiaque, comment vous l'évaluez? Comment vous évaluez? Donc, je vous rappelle, ce bébé-là, il est presque il est en arrêt, hein, il est à 40, il ne respire pas. Je suppose que vous êtes stressé. Comment vous évaluez sa fréquence? Vous l'avez ventilé en pression positive. Comment vous réévaluez sa fréquence cardiaque? Oui, elle doit monter, ça, c'est notre objectif. Comment tu l'évalues? Comment on l'évalue? Techniquement. Donc, le cordon ombilical, c'est ce qui est le plus simple, le plus facile. Vous le prenez entre les deux doigts. Parfois, vous pouvez palper votre pouls. Le stéto. Oui. Oui. Et autre chose, la nouvelle, Oui. même depuis 2015. Voilà. Troisième technique, Troisième technique, le scope. Bien. c'est le CG. Maintenant, c'est ce qui est recommandé. Alors, le corps recommande les 3 en disant c'est bien de prendre le pouls, mais ce n'est pas suffisant. Parce que c'était l'élément de référence. Je vous rappelle, la définition de l'arrêt cardiaque, c'est la disparition du pouls dans un grand tronc artériel. Ouais. Donc, c'est pas suffisant. Après le pouls, on est passé à l'auscultation au stéthoscope. Et là, elle dit ce n'est pas suffisant. Il faut combiner les 3. C'est-à-dire que vous devez brancher votre scope. Ce n'est pas un ECG, c'est un scope. Parce qu'un ECG, on a une cardiopédiatre avec nous, elle va nous sauter dessus en disant l'ECG, non, c'est une continuité de l'onde P avec QRS et ST, alors que là, vous avez juste un zigouigoui qui vous donne une activité cardiaque. Donc, ce n'est pas un ECG. C'est un reflet d'une fréquence cardiaque. Parce que vous ne pouvez pas calculer le QT dessus, il n'y a rien du tout. Et le troisième, donc, il faut un scope, il faut un pouls et il faut une auscultation. Et pourquoi ces 3 éléments et non pas un seul? Lamia, elle a répondu à celle du pouls en disant vous pouvez palper votre propre pouls. Donc c'est une erreur, source d'erreur. Et l'auscultation, pourquoi pas? Elle ne suffit pas. Elle peut ne pas être fiable. Pourquoi elle ne peut pas être fiable? Quelles sont les pathologies dans lesquelles vous avez une auscultation qui n'est pas fiable? Vous pouvez ne rien écrire. La transpo? Tout à l'heure, on a Non. La transpo, vous avez une auscultation qui est fiable.
quelles sont les situations pour lesquelles vous avez des difficultés à avoir une auscultation correcte. Les épanchements, très bien. Donc, épanchement gazeux ou tamponnade, quoi d'autre? Oui, ça fait partie de myocardiopathie. Quoi d'autre? Oui, dextrocardie, mais généralement, quand tu es dans le stress, tu vas chercher le cœur, tu le trouveras. Quoi d'autre? Hernie? Oui, quoi d'autre? Le cœur ne peut pas Comment on appelle maintenant la nouvelle dénomination de ce qu'on appelait auparavant la dissociation électromécanique? Ça s'appelle activité cardiaque sans pouls, quelque chose comme ça? Oui, activité cardiaque sans pouls. Vous pouvez avoir à l'auscultation une activité cardiaque, dans le tamponnade par exemple. Vous pouvez avoir une activité cardiaque avec une fréquence cardiaque, un cœur qui bat. Alors l'objectif du cœur, c'est pas de battre. Parce qu'il peut battre sans rien chasser. L'objectif, c'est qu'il chasse. Donc si vous avez une activité électrique qui ne chasse rien, vous avez une activité électrique, vous pouvez voir sur le scope, que vous n'aurez pas de pouls, parce que le pouls, vous n'aurez rien, il n'y a rien qui part. Et vous pouvez donc avoir à ce moment-là sur le scope, vous allez avoir un microvoltage qui va vous orienter. C'est pour cela que l'ILCOR recommande le pouls, le stéthoscope et le scope. Voilà, donc on recommande les trois parce que dans des situations correctes, on pourrait être soit plus agressif, oui. Donc aller vers on va dire, des gestes qui vont être agressifs, donc soit surestimer, soit sous-estimer. Donc c'est pour ça que dans des situations pareilles, il est recommandé, et c'est d'ailleurs les recommandations de l'ILCOR, qui dit qu'utiliser ces trois, les combiner, paraît plus raisonnable. C'est bon? Oui. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Ou si vous avez des remarques. Tout à l'heure, on parlait de coloration, parce que vous avez dit que le but était d'évaluer aussi la coloration. Vous avez dit que ça c'est pas, là aussi, c'est pas quelque chose de fiable. Et comment vous pourrez remplacer cette coloration? Par quoi vous pourrez la remplacer? Saturation. Pas? Ouais. Saturation. Et donc ça, c'est... Donc la couleur, c'est un mauvais moyen d'oxygénation et parfois, elle peut être faussée. La pâleur, l'acidose, elles vont nous fausser cette coloration. Ça reste subjectif, c'est pas quelque chose d'objectif. Et donc, ce qui est recommandé actuellement, c'est de placer à droite. Donc, tout à l'heure, on vous a expliqué pourquoi. Donc, le préductal. Donc, à droite, placez votre saturomètre. Donc, ça, c'est entré en 2015. Donc, que ce soit pour... Donc, il est raisonnable d'avoir un saturomètre et les électrodes pour la fréquence cardiaque. Par rapport à la ventilation sans oxygène. Oui. Là, on tolère une désaturation, mais il y a la désaturation physiologique, mais quand il est en arrêt cardiaque, c'est une désaturation qui est pathologique, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise oxygénation. Avec une vasoconstriction, une HTAP, quand on tarde à oxygéner, on va avoir tout ça derrière s'il redémarre. Donc, si on tarde à l'oxygéner, est-ce que ça ne va pas impacter sur l'HTAP? Est-ce que ça ne va pas impacter sur la circulation par la suite? Non. Il ne faut pas oublier qu'on est à 30 secondes. Tu peux même avoir un signal qui ne donne rien. Non, il est bleu, il ne respire pas, il est à l'ensemble. Il n'y a pas d'activité cardiaque 40, il est cyanosé, pas de mouvement respiratoire. J'ai dit, l'oxygène, la part de l'oxygène dans la genèse ou le traitement de l'HTAP, il est Limite. très très limité. Premièrement. La conséquence. Oui, d'une part. D'autre part, les conséquences de l'hypoxie sont moins graves que ceux de l'hyperoxie chez le fœtus et chez le nouveau-né. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine qu'il a n'est pas la même. Ce n'est pas l'hémoglobine A. Il a encore de l'hémoglobine F. 100% de l'hémoglobine F. Qui a une
affinité vis-à-vis de l'oxygène qui est complètement différente. Et on le sait très bien qu'un nouveau-né, pendant les 10 premières minutes de vie, peut avoir sans aucun souci, sans aucun retentissement, des saturations à 75, 80, sans aucun... Et d'ailleurs, les malades que voit Sania, qui ont des saturations, je prends par exemple le Fallo, il a une saturation à 80, 82, 83%. Et il va très bien. Ce qui compte chez le nouveau-né, c'est l'hémodynamique. Si tu assures l'hémodynamique par un massage cardiaque correct, voilà, donc la saturation, elle a un effet, mais un effet très très limité. En revanche, si ton hypoxie se poursuit pendant un certain temps, là, oui, il va y avoir à ce moment-là une hypertension artérielle pulmonaire persistante. Voilà. Mais au-delà de plusieurs heures, pas tout de suite. Mais dans les 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure après la vie, tu as une hypertension artérielle, enfin tu as une pression pulmonaire élevée à la naissance qui est congénitale et qui est classique, parce que c'est l'équilibre entre la pression pulmonaire qui est élevée et qui est physiologique en anténatale et une pression systémique qui n'a pas encore le temps de s'installer. Parce que la pression systémique, elle dépend de pas mal de choses, à la fois de la fraction de la précharge, à la fois le volume plus la contraction, et la post-charge, la vasodilatation, qui est parfois liée au sepsis ou à autre chose. Donc tous ces équilibres-là, ils vont s'installer, mais ce n'est pas l'oxygène qui est le traitement. Franchement, l'oxygène, parfois, c'est l'inverse. Oui. Parce que toutes les asphyxies périnatales, il y a eu une étude qui a été publiée dans Pediatrics en 2099 précisément, qui montrait déjà qu'on multiplie le risque par 5 ou 6 fois pour les séquelles, le risque de séquelles, en ventilant les enfants à la naissance avec de l'oxygène au lieu de les ventiler sous air. Voilà, donc on utilise tout en sachant que voilà, vous n'atteindrez les 90%, tout à l'heure ça a été rappelé qu'à 10 minutes. Donc là aussi, il faut savoir interpréter votre saturation. Naturellement, au bout de 10 minutes, même pas, au bout de... Qu'est-ce qu'elle dit, le corps? Elle dit installer, désobstruer, aspirer, commencer la ventilation manuelle, regardez la réponse si elle est bonne ou non. Si la réponse n'est pas bonne, vous commencez. Donc une fois que vous avez commencé la ventilation manuelle, au bout de 30 secondes, on apporte de l'oxygène. Voilà. Tout simplement. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des délais où on va mettre 2 heures, 1 heure, voilà. Donc on apporte de l'oxygène dans les 30 secondes à 1 minute après le début de la réanimation. Et ceci, quel que soit le terme, qu'il soit à terme ou prématuré. Alors, chez les prématurés, on commence d'emblée avec de l'oxygène. On commence à 30% chez les prématurés. Parce que les besoins chez le prématuré en oxygène sont plus importants du fait de l'immaturité pulmonaire. La diffusion d'oxygénation n'est pas bonne, donc ils ont besoin d'un petit peu d'oxygène, 30%. C'est pour cela que d'emblée, chez le prémat, on commence à 30%, chez le nouveau-né interne, on commence sous air. Pour la coloration, on parle de temps de recoloration, est-ce qu'il n'y a plus d'intérêt? Alors, ce sont deux choses différentes. Il y a la coloration, c'est le reflet de la couleur de l'enfant qui va vous donner une idée sur l'oxygénation, est-ce qu'il est rose ou est-ce qu'il est bleu. Donc, il y a une grande part de subjectivité. Et le temps de recoloration, c'est pas la même chose, c'est le temps capillaire, ça c'est qui est le reflet de la circulation capillaire, qui est le reflet de l'hémodynamique, non pas de l'oxygénation. Voilà, donc ça c'est l'étape qui suit, donc les 30 secondes où on va ventiler. Alors comment est-ce qu'on ventile? Alors vous avez différents moyens. On a la fameuse pièce en T, donc le néopof par exemple. Vous avez le fameux embut, et donc on peut ventiler toujours avec de l'air. On va passer, je pense, le son. Oui, on avance, parce que s'ils ont des questions, ils vont leur poser. Oui. Alors, je sais ce qui est triste et malheureux. Enfin, oui.
Alors, On n'a pas de manomètre. Les manomètres. il n'y a pas de manomètre? Parfois, il y a la source directe d'oxygène. Ah oui. On a l'air et l'oxygène, on fait le mélange. Donc, Oui. tu vois, on Oui. fait le mélange pour atteindre les 30. Mais vous avez des manomètres? Mais sinon, on a des manomètres. Donc, la plupart. Si vous avez des manomètres, vous avez des manomètres pour mettre 1 litre, 2 litres, 3 Oui. litres? Oui. Non, mais tu as une source d'air. Non, mais est-ce que tu as une source d'air? Donc on peut faire les mélanges. Tu prends, c'est très simple, tu as un manomètre. On y Bah, va. tu sais, quand j'ai commencé en réanimation en 84, Il l'a fait aussi au service. Quand il est passé, on le faisait. tu mets un mélange, tu mets une source d'oxygène, un manomètre ici, un manomètre là, tu sors deux tuyaux, tu mets un En truc en Y. Y et... Oui, ça doit exister. oui, c'est certain. C'est certain. Oui, il faut toujours Oui, l'avoir. Si tout vous à fait. avez déjà une maternité qui est comme ça, il faut. Alors, quand vous avez évoqué anticiper, vous avez parlé des antécédents maternels. Et ça, c'est un élément fondamental pour l'anticipation. Parce que si vous avez une mère, vous avez certaines mères, on oublie souvent que même les femmes malades, elles font des enfants. Une mère malade, c'est quoi? C'est une mère qui a une cardiopathie congénitale et qui a grandi, une mère qui a une épilepsie, une mère qui a un asthme, une mère qui a une insuffisance rénale. Et donc ces femmes, elles font des enfants. Et ces enfants, ils peuvent poser des complications à la naissance, soit liées à la pathologie maternelle, soit liées aux médicaments que prend la mère. Donc à ce moment-là, il faut anticiper. Quand je vois par exemple une femme qui a une HTA et qui est traitée par les bêta-bloquants, je sais que cet enfant, il va être bêta-bloqué à la naissance. Il va avoir une fréquence cardiaque lente et il va poser quoi comme autre problème, à part la fréquence cardiaque. Bravo. Une hypoglycémie. Donc il faut que je lui donne à manger rapidement. D'accord? Donc c'est ça, anticiper aussi. C'est de savoir, de connaître. Voilà. Connaître, préparer le matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'obstétricien me dit que l'enfant a une atrésie d'œsophage, une hernie de copole, une laparoschisis, je prépare tout mon matériel à l'avance. C'est pas au moment de... Exactement. Voilà, donc la technique de ventilation, je pense que tout le monde la connaît. Donc on ventile pour avoir un rythme de 40 à 60 cycles, c'est pour être efficace. Qu'est-ce qu'on surveille quand on ventile? Voilà. Voilà. Mouvement thoracique. Très bien. Donc c'est ça le reflet d'une bonne ventilation. Un thorax doit se... Pour savoir que vous ventilez bien, le thorax doit se soulever. Voilà. Alors vous ventilez avec quelle pression? Alors, admettons que vous avez un régulateur Admettons, de pression. Voilà. Vous mettrez combien de pression si vous êtes dans les meilleures on va dire, des salles de naissance? Voilà. On est en clinique, on n'est plus Donc en il y a public, on est en privé. un chiffre de 30. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres? 20. 15, donc 15, 20 et 30. 15, 20 et 30. Vous réglerez votre pression à combien chez ce petit-là? Fréquence cardiaque à 40. Il y a combien? Oui. Il ne respire pas et vous décidez de le ventiler. Forte, c'est-à-dire. Il y a 30, 20 et 15. Donc forte, vous choisissez le... Non, c'est pas la Non, valve de on a sécurité, dit- c'est la pression la que tu vas pression. exercer par ton pièce T. Tu as une pièce en T, ta valve de pression, tu peux la mettre à 40 ou à 45 si tu veux de sécurité, mais la pression que tu vas exercer, oui. Alors manuel, tu utilises quoi comme pression? Tu peux la 3 doigts, 2 doigts, 3 doigts, 3 à 4 doigts. Donc, la pression moyenne qu'on utilise, elle est entre 24 et 25 chez les nouveau-nés à terme. Et parfois, quand le thorax ne soulève pas, bien sûr, on passe un tout petit peu aux environs de 28, mais on essaie de descendre effectivement vers 20 le plus possible. Pourquoi? On essaye de ne pas être agressif. Why? Voilà. Pneumothorax, quoi d'autre?
Si l'hémodynamique n'est pas bonne, il faut pas trop Oui. écraser le cœur. Très bien. C'est le retour. Oui, quoi d'autre? Ce qu'on appelle le volotraumatisme. Quand vous mettez, même, ça a été démontré chez la souris, mais pas chez l'être humain, quand vous ventilez pendant 3 ou 4 ventilations successives avec une surdistension, vous créez ce qu'on appelle le stress mural. Donc vous allez faire un étirement des fibres musculaires, particulièrement au niveau pulmonaire, et vous pouvez créer à ce moment-là le lit, surtout chez le prématuré, de la dysplasie bronchopulmonaire. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir un peu de douceur, pas beaucoup de... Il faut juste que le thorax se soulève. Une fois que le thorax commence à se soulever, ça suffit largement. C'est pas la peine de, effectivement, de trop distendre. Voilà, donc recommandation, pression entre 20 et 25. Voilà, on avance. Alors on peut, on en parlera après. Voilà, c'est pour l'oxygène, mais on en a déjà parlé. Alors à ce stade-là, est-ce que vous mettez justement de l'oxygène ou pas? Chez ce petit, je vous rappelle qu'en été, on ventilait à l'air. Oui. Donc vous avez dit tout à l'heure que au bout de 30 secondes, on fait quoi? Évaluation. Ici, ça n'arrange pas. On introduit de l'oxygène. Donc voilà, là aussi c'est une recommandation. Après 30 secondes d'une ventilation qui est bien conduite, il faut mettre à ce moment-là de l'oxygène et on va commencer à 30%. 30%. Et on va augmenter progressivement. Donc on va mettre 100%. Jamais, j'ai jamais. Alors après 15 secondes aussi, là on n'a pas de mouvement respiratoire. La fréquence cardiaque, elle reste inférieure à 60 et vous n'avez pas de signal à votre saturomètre. Excellent. Vous êtes face à quelle situation là? On est à 15 secondes de ventilation. Est-ce qu'on peut conclure un échec? Pas encore, parce qu'elle dit 30 secondes. Mais il ne répond pas. Il ne répond pas, la fréquence cardiaque reste inférieure à 60, passe de 40 à 60, c'est 50 000 et la saturation, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal. La sage-femme vous dit j'ai pas de signal. Pas de signal, ça veut dire pas de pic. Voilà, donc on passe au massage cardiaque. Alors avant de passer au massage, il faut toujours se remettre en question. Voir est-ce que vraiment vous faites bien votre ventilation. Est-ce qu'il n'y a pas de fuite, et puis il n'y a pas d'obstruction, est-ce qu'il ne faut pas encore aspirer parce que ça ne passe pas, surtout quand votre thorax ne se soulève pas. Est-ce que votre pression, vous avez peut-être démarré à 20-25, mais vous sentez qu'il y a une résistance. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas un peu plus de pression pour ouvrir ces alvéoles? Et souvent, on a parfois, dans certaines situations, besoin de beaucoup plus de pression pour ouvrir les alvéoles. Donc, il faut toujours commencer par ces mesures correctrices pour savoir. Voilà, donc toujours réévaluer. Voilà. Et donc là, on augmente même la pression à 40 parce qu'on sent qu'il y a quand même une résistance. Et en augmentant la pression d'insufflation jusqu'à 40, au bout de 15 secondes, on constate que le thorax, là, il se soulève. Notre fréquence cardiaque passe à 100 et la SpO2, elle est à 63%. On s'arrête là. Elle est à 63%, ça veut dire que l'enfant est hypoxique. Mais d'un autre côté, c'est un élément positif. Parce que vous avez quoi? Vous avez le pouls qui revient. Ça veut dire que l'enfant commence à circuler. Donc le retour du pouls, il vous donne un chiffre. Et voilà. Donc le pouls vous donne. Ça commence à bouger. Alors on a décidé de continuer notre ventilation quand même. Et après 30 secondes, on a des mouvements respiratoires. On a une fréquence cardiaque qui est à 130 et on a une SpO2 à 78%. Donc on fait quoi là? On arrête la ventilation. On arrête la ventilation. On surveille. Là, je vous rappelle qu'on était en train de faire la ventilation plus les compressions thoraciques.
Plus les compressions thoraciques externes. Qu'est-ce que vous faites pour les compressions thoraciques externes? On arrête. D'accord. Donc on les arrête, très bien. Et la ventilation, vous l'arrêtez? Non. Alors, l'enfant a des mouvements respiratoires. Donc, quand on dit un mouvement respiratoire, c'est-à-dire que c'est pas une respiration irrégulière, c'est pas une respiration qui est peu profonde, mais il respire, donc il a un bon cycle. Donc ce sont des mouvements respiratoires, on va dire, efficaces. Oui. Dans ce cas-là, effectivement, on peut arrêter la ventilation manuelle et apporter de l'oxygène nasal libre. Libre. Oui, Oui. tout à fait. Et regardez s'il continue à monter sa saturation ou non. Est-ce qu'il arrive à assurer tout seul une ventilation efficace ou non. Sinon, il faut bien sûr continuer à ventiler progressivement. Je pense qu'on le laissera en salle de naissance et on le surveillera. Il va bien maintenant. Très bien. Vas-y. On va passer au deuxième, parce que là, ils se sont entraînés, on va aller rapidement, je pense. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ou vous faites différemment? Je vous rappelle que c'est interactif. Oui. N'est-il pas préférable lors de la réanimation de faire augmenter sa réserve jusqu'à 100% et par la suite on arrête la ventilation? Genre, je comprends le fait d'arrêter à 78 puisqu'il a relancé sa respiration. N'est-il pas préférable de faire augmenter ses réserves oxygéniques jusqu'à 100% lorsqu'on a 100% et par la suite on est sûr qu'il a quand même une réserve pour tenir, même s'il n'arrive pas à respirer tout seul, il ne passera pas en acérose. On lui laisse sa respiration, s'il ne reprend pas, on réanime. Genre pourquoi on arrête à 78%? Je comprends qu'il a... Alors, quand tu dis 100%, 100% c'est une valeur de saturation. Ce n'est pas une valeur de PaO2. Ça veut dire que quand tu es à 100%, tu peux avoir une PaO2 qui peut être à 70 ou à 400. Donc tu ne sais pas si tu n'es pas toxique déjà à 100%. D'une part. D'autre part, le fait d'arrêter la ventilation manuelle et de mettre un petit peu d'oxygène nasal, c'est un test d'abord pour pouvoir laisser l'enfant récupérer tout seul, voir s'il fait des apnées, parce que tant que tu le ventiles, tu ne sais pas s'il fait des apnées. Et tant que tu le ventiles, tu ne sais pas s'il a une ventilation fiable, efficace ou non. Parce que s'il a une ventilation très très superficielle qui est inefficace, il va commencer à dégringoler sa saturation, là tu vas le reventiler parce que tu sais qu'il a encore besoin de résorber, parce que dans le poumon, il y a à la fois les muscles, il y a la commande, mais il y a le poumon lui-même. Le poumon lui-même, parfois, c'est une césarienne. Donc il peut y avoir un liquide pulmonaire qui traîne encore. À ce moment-là, le temps de le ventiler un petit peu quelques minutes, ça permet de résorber plus facilement. On sera moins polyclémique. D'accord? C'est pour cela que il ne faut jamais viser une saturation à 100%. Jamais. Vous visez une saturation pour un nouveau-né à terme à 90-92, chez le prématuré 93-94, pas plus. Après, s'il monte tout seul sous air, tant pis, tant mieux. Mais n'apporte pas de l'oxygène exogène pour atteindre 100% parce que c'est toujours délétère pour trois raisons. Premièrement, parce que le nouveau-né, qu'il soit prématuré ou à terme, il a un déficit en sulfite oxydase, c'est-à-dire les enzymes qui vont métaboliser l'oxygène, premièrement. Deuxièmement, il a un déficit en vitamine E. Troisièmement, il a un déficit en vitamine C. Donc, toutes les défenses contre les radicaux libres, elles sont faibles. En réalité, il va être rempli de radicaux libres qui vont attaquer les yeux, le cerveau et le poumon. Alors, on enchaîne avec le deuxième scénario, on va dire. Vas-y. D'accouchement pour un nouveau-né qui est à terre, un accouchement imminent, qui vient par voie basse à l'arrivée de la maternité.
maternité. On a tous vécu ça, hein, qu'ils arrivent à la maternité, accouchement imminent. Eh bien, vous arrivez à 60 secondes. À 60 secondes, vous arrivez, vous trouvez que le nouveau-né est pâle, il est hypotonique, il a une fréquence cardiaque à 45, une respiration irrégulière. On l'a déjà mis sous une lunette d'oxygène à 3 litres par minute. Et l'anesthésiste vient de commencer les compressions thoraciques. C'est lui qui était là, qui a reçu la maman. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Et vous, si vous étiez à la place de l'anesthésiste, qu'auriez-vous fait? D'abord, est-ce que c'est correct ce qu'ils ont fait? Il a positionné, il a libéré les voies aériennes, il a ventilé et il a démarré après avoir... Il n'a pas ventilé, il a mis de l'oxygène nasal. Il a mis de l'oxygène nasal. On n'arrive pas à très bien voir, c'est un peu loin, mais il a mis de l'oxygène nasal. À 3 litres par 3 minute. litres par minute, et l'enfant a une fréquence cardiaque à 45 par minute, effectivement, il commence à masser. Est-ce qu'il doit faire dans ce sens, dans cet ordre-là, ou il doit changer d'ordre? Non, il aurait dû ventiler et attendre un peu, sous air, attendre un peu, et commencer à ce moment-là les compressions thoraciques externes. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Et donc, voilà. Il faut toujours commencer par, donc peu importe la situation, donc il y a des situations particulières, mais dans tous les cas, on ne zappera jamais une étape avant l'autre. Toujours commencer par positionner, aspirer si nécessaire, sécher, stimuler, comme on a vu tout à l'heure, ventiler, et ensuite, donc on ne brûle pas les étapes. Alors la suite, qu'est-ce que vous faites? Donc vous ventilez, c'est bien ça? Alors, avec l'initiation de la ventilation à pression positive, au bout de 30 secondes, vous constatez que votre bébé a des gaz. Il a une fréquence qui est inférieure à 60 et on vous dit que la SP2, il n'y a pas de signal. On fait quoi? Je vous rappelle que vous êtes arrivé à 60 secondes. Donc, vous avez ventilé 30 secondes. Massage cardiaque. Voilà, je vous rappelle le corps. Vous avez aussi là les saturations. Je ne sais pas si vous voyez ça à côté. Donc, vous intubez pas? Non. Je vous pose la question. Vous avez un anesthésiste avec vous? Il sait très bien intuber. Les anesthésistes, ça intube bien. Oui, exactement. Alors, qui intuberait cet enfant qui ne l'intuberait pas? Moi, je ne l'intube pas. Parce que on est encore trop tôt. D'accord? Donc, vous avez fait 30 secondes de ventilation. Ok, donc vous êtes arrivé à 1 minute de vie. Donc on est à 1 minute 30. À 1 minute 30, vous avez un enfant, c'est vrai qu'il ne répond pas très bien, mais il était à 40, il passe à 60 par minute. Déjà 20 points de gagné. Et il y a un pouls qui réapparaît, c'est ça? Non, on n'a pas de pouls. Tu n'as pas de pouls. À ce moment-là, vous avez commencé la ventilation, combinée avec les compressions thoraciques externes, plus de l'oxygène. Je fais quoi? J'augmente un peu l'oxygène. Si j'étais à 30, je passe à 60, 70%. On augmente progressivement. Voilà, 60 ou 70%. Et je continue mes compressions thoraciques externes. D'accord? On a jusqu'à à peu près 3 minutes. Pendant les 3 premières minutes de vie, il ne se passera pas grand-chose. C'est après 3 minutes de vie, si l'enfant reste en arrêt cardiaque, là on est en arrêt cardiaque. Il reste en arrêt cardiaque. Au-delà de 3 minutes de vie, c'est là où on peut commencer des séquelles. D'accord? Parce que le fait de, quand on pense à l'intubation, il faut penser au temps que ça va prendre à l'intubation. Elle va vous prendre minimum 15 secondes. Minimum. Alors, pendant les 15 secondes, l'enfant ne sera ni massé, ni ventilé. Ça veut dire que vous allez aggraver la situation. Et puis, entre ventilé en pression positive et intubé, vous aurez le même gain. Donc, on ne tentera jamais
de ventiler tout d'abord un nouveau-né quand on ne le sait pas intuber. Il vaut mieux le ventiler toujours au masque et rester en ventilant plutôt que de tenter de l'intuber. Parce que souvent on se précipite en croyant qu'en intubant on apportera beaucoup plus, on gagnera beaucoup plus, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Donc ventiler, c'est tout à fait, ventiler en pression positive, c'est largement suffisant. Oui. Ça, c'est autre chose, parce qu'en Oui. général, une hernie diaphragmatique, on devrait avoir un diagnostic anténatal. Là, ce serait avoir un diagnostic comme ça à la naissance, franchement, ça existe, je sais, mais l'idéal serait d'avoir un diagnostic anténatal. Avec toutes les échos maintenant qu'on fait, on doit avoir un diagnostic anténatal. Vous devrez y penser dans certaines situations. Donc c'est surtout quand on ventile, donc ce qui est indiqué les dernières recommandations, c'est lorsque vous ventilez pendant quand même plus de 2 minutes, lorsque vous avez une réponse insuffisante, lorsque vous allez pratiquer un massage cardiaque et quand il est nécessaire d'introduire des drogues, là, l'intubation s'impose. Alors tout à l'heure on a parlé de la durée d'intubation. Quand on intube, il faut toujours se mettre en tête que notre acte ne doit pas durer plus, parce que quand vous prenez le temps d'intuber, votre bébé, il ne reçoit rien. C'est comme si vous le mettiez en apnée. Et donc, il faut, en intubant, il faut que vous-même, vous mettiez en apnée. Il faut arrêter de respirer. Et quand vous n'en pouvez plus, votre bébé n'en pouvait pas depuis pas mal de temps avant. Donc, l'essai ne doit pas excéder 20 secondes. Quand on tente 15 à 20 secondes. Il est préférable de ventiler plutôt que d'essayer de faire des tentatives répétées. Quelle est la définition d'une intubation difficile? C'est ce qui est écrit en rouge. Comment? Qui dure plus de 19 secondes. La 20e, elle est fatale. La 20e est fatale. Ou bien échec de 3 tentatives. Voilà. Quand on fait 3 tentatives et qu'on n'arrive pas, et l'intubation difficile, elle n'est pas toujours du fait que l'opérateur n'est pas bon. Il y a des situations où... L'intubation difficile, ça veut dire que soit le matériel n'est pas adapté, soit que le patient n'est pas adapté, soit... Voilà. Donc parfois, ça arrive à des gens qui ont fait 30 ans de réanimation. Alors notre bébé, on a dit que vous avez décidé de l'intuber quand même. Au bout de 15 secondes de ventilation, le thorax se soulève, votre fréquence reste inférieure à 60, la SPO2 elle est 45. Inférieur à 60. Il est intubé et ventilé. Il est intubé et ventilé. D'accord. Donc là, vous allez passer à l'étape suivante. Celle des drogues. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme drogue? Laquelle dose? Alors, vous avez 2 voies. Là, vous avez obligatoirement la voie trachéale. Parce que vous n'avez pas la voie veineuse. Vous n'avez pas de nerf périphérique, vous n'avez pas de catéter ombilical. Ce qui est le plus facile. Mais il faut d'abord voir si la sonde d'intubation est bien placée. Absolument, je suis d'accord avec toi. Il faut voir qu'elle indique que le thorax se soulève et que la saturation monte un peu et le pouls, la saturation monte un peu. Et la fréquence passe à 80. Parce que le thorax peut se lever s'il est sélectif, c'est pas seulement un peu. Alors, qui va mettre des drogues? Lève le doigt. À 80. À 80. Donc, normalement, si notre enfant reste bradycarde en dessous de 60, la question ne se pose pas. Donc on va mettre les drogues. Là, avec une fréquence cardiaque à 80, ça n'a pas de sens. On est d'accord? En tous les cas, le corps ne nous dit pas ça. Voilà. Il dit, vous avez un enfant, vous êtes arrivé à une minute de vie, vous avez repris les choses en main, la fréquence, l'enfant récupère. Il récupère. C'est vrai que la saturation à 45, mais on s'en fout, même si ça déplaît énormément à Chadi, qui est obsédé par l'HTAP, ce que je comprends aussi. Et donc, la fréquence cardiaque monte progressivement. On passe de 0 presque à 40, 60, 80. 80, ce n'est plus un arrêt cardiaque. C'est une bradycardie, mais ce n'est pas un arrêt cardiaque.
Donc il faut continuer, puisque c'est un médicament, il faut continuer sur ce qui marche. Ce qui marche, c'est la ventilation plus massage cardiaque externe. Ok? Alors, est-ce que vous arrêtez vos compressions ou pas? Oui. Là, vous le ventilez ou... On arrête les compressions thoraciques, on continue la ventilation. Oui. Et on maintient de l'oxygène. Pour le moment. On est toujours sous oxygène. Ok. Alors, si drogue, on avait nécessité de drogue, donc c'est les dernières recommandations. Donc, c'est en général pour des fréquences de moins de 60. Donc, l'adresse est indiquée pour les moins de 60, malgré une ventilation en pression positive qui est bien conduite et des compressions qui sont bien conduites. Et donc, quand on fait, donc voilà, on respecte les cycles. Donc, en cas de nécessité de drogue, vous avez dit l'adrénaline, les 12. Oui. 1 cc. Alors, il faut pas réfléchir en millilitres. Faut toujours, parce que si tu me dis, je dilue 1 cc, alors moi je connais 2 présentations. Il y a celle qui fait 250 et celle qui fait 1 gramme. 0,01 mg. 1 milligramme. C'est 0,0. Alors, c'est 10 microgrammes kilo par voie intraveineuse et 30 microgrammes kilo par voie intratrachéale. Alors, l'ILCOR, elle dit quoi? Elle dit 2 choses là-dessus. Elle dit, on ne sait pas si ça marche. Personne ne sait. Personne ne sait parce que l'histoire de l'adrénaline est très simple. C'est que les premières expérimentations qui sont faites par l'adrénaline, elles sont faites chez le chien. Je ne sais pas qui est-ce qui t'a amusé le premier à mettre de l'adrénaline chez les chiens qui... Bien portant, hein. Il a vu que ça tachycardise les chiens. On l'a fait chez l'adulte volontaire et ça a donné des tachycardies. On s'est dit peut-être que dans le cas d'arrêt cardiaque, ça va, enfin, bradycardie, ça va tachycardiser. Ce qui est très probablement vrai. Donc il n'y a aucune étude randomisée double aveugle. Ça n'existe pas sur l'adrénaline. D'une part. D'autre part, elle dit il y a 2 voies. Soit la voie intraveineuse, soit la voie intraosseuse, qui sont recommandées. La voie intratrachéale est tolérée. Elle n'est pas recommandée. Quand on n'a pas le choix, elle est tolérée, juste, mais elle n'est pas recommandée. Elles lui disent n'utilisez pas la voie intratrachéale, sauf si vous n'avez pas de possibilité autre. Sinon, c'est la voie osseuse ou la voie intraveineuse. Alors, on utilise la voie, donc la veine ombilicale, c'est elle qui est la plus facile d'accès. La voie osseuse, elle aussi, elle est facile, mais il faut s'entraîner pour ça et avoir le matériel. Oui. Voilà. Donc, et puis, donc, quand on veut prendre, là aussi, si vous comprimez, si vous allez prendre, vous continuez bien sûr à ventiler, à comprimer. Et donc, il est préférable, quand vous voulez prendre votre voie ombilicale, utiliser les 2 doigts, la technique des 2 doigts que des 2 pouces, parce que comme ça, vous libérez votre champ. Pour un troisième pour le troisième, parce que vous ne pouvez pas faire... Il y a une personne qui ventile, une qui comprime, et vous aurez nécessairement besoin d'une 3e personne pour prendre la voie ombilicale ou la voie osseuse. Donc les doses recommandées par l'ILCOR, c'est ça, vous les avez, donc c'est 0,01 à 0,03 mg par kilo. Alors supposons que vous avez votre veine ombilicale, que vous l'avez prise. Est-ce que vous répétez quand, vous arrêtez quand? Qu'est-ce que vous attendez de cette adrénaline? Disons que vous lui avez donné un 0,01, qu'est-ce que vous attendez? Disons qu'il était à moins de 60 battements par minute. Vous attendez 20 minutes? Donc disons que ce petit, il avait gardé une fréquence au lieu de 80 qui était à moins de 60 et que vous avez décidé de lui mettre de l'adrénaline. C'est quoi votre objectif avec l'adrénaline? C'est quoi l'adrénaline? votre objectif avec l'adrénaline et vous la jugez au bout de combien de temps? Avoir une fréquence supérieure à 100 battements par minute. Oui. Donc ça, au bout de combien de temps? C'est l'objectif. Disons qu'après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, hein? 60 secondes. Vous attendez 60 secondes, 1 minute. Je vous rappelle qu'on a ventilé. On ventile, on continue toujours de ventiler, de donner des compressions thoraciques et on a donné une dose d'adré. L'ILCOR recommande de refaire toutes les 2 à 3 minutes. 3 minutes, refaire une autre. Et
mon ami Hassan Afilal m'a appris quelque chose la dernière fois quand je suis passé le voir à Rabat. Donc, on a tendance à rincer l'adrénaline quand on la met dans la voie intraveineuse, que ce soit dans la voie ombilicale ou ailleurs. On a tendance à la rincer avec 0,5 ml de sérum-fi ou 1 ml. Et lui, il me dit non, il faut la rincer avec 3 ml de sérum-fi. Parce que si on la rince avec un tout petit volume, ça va rester localement à la fois sur les vaisseaux. Et parce qu'on est, et là je rejoins mon ami Chadi, on est en phase de vasoconstriction. Ça veut dire que les vaisseaux ne sont pas ouverts et que votre adrénaline va rester dans votre veine ombilicale. Alors que si vous la rincez avec un bolus de 3 ml de sérum physiologique, là vous allez la mettre dans le cœur. Une fois qu'elle est dans le cœur, elle va s'éparpiller un peu partout. Ok? Donc, alors on revient à notre bébé. Ben, celui-là, après 60 secondes, quand même, ventilation, compression, il a une fréquence à 80, il a une SPO2 à 45, son thorax se soulève, il est pâle, il est hypotonique. Vous faites de quoi? Un autre cas, parallèle, juste pour parler de la vraie. Mais pour ce petit-là. On va rajouter notre... Petit A à côté, ça. 60 secondes, il a quand même 80 de cœur, une SPO2 à 65, son thorax se soulève. Il reste pâle. On continue la ventilation en pression positive. Et ça serait quoi votre objectif? Vous continuerez jusqu'à obtenir jusqu'à ce qu'elle augmente? Oui. Oui. Donc, vous avez deux objectifs ou la trois. Premier objectif de cœur, deuxième objectif de statut, et troisième objectif, qui sont d'ailleurs combinés, hein, tous les deux. Le troisième, c'est le tonus, puisque votre enfant est hypotonique, hein, la réactivité du nouveau-né. D'accord? Et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer, sur les trois. Donc à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez arrêter les compressions thoraciques externes, ça ne sert à rien. C'est clair. Comment? On ventile, par contre. Ça, on continue de ventiler. On continue l'oxygène. Jusqu'à obtenir les deux autres... Oui. Alors, les trois objectifs, voilà, vont en même temps. La pâleur, elle peut avoir plusieurs origines. Une anémie. Justement, ce petit, il a un foie. On ne pas le prendre, on a trouvé un foie. D'accord. Donc, juste en posant la main, on trouve un foie. Alors, si on trouve une hépatomégalie, ça peut être quoi? Il a une hépatomégalie et son cœur, on va dire qu'il ne démarre pas bien. Hein. Il reste entre 80 et 100. Une anémie, plus une hépatomégalie, plus une cardiopathie congénitale qui commence avec... Qui commence avec... Ça t'explique comment la pâleur, la suffisance cardiaque avec l'acidose. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est un fœtus qui vient de sortir. Donc, on est quand même à 2 minutes. À 2 minutes, non. 2-3 minutes, non. Tu as une valeur. C'est une hémolyse. Donc il faut donner quoi pour relancer ce cœur, justement? Remplissage. Transfusion, qu'est-ce que tu donneras avant d'avoir du culot globulaire? Alors, donc, dans l'ordre, nous avons trois objectifs. Premièrement, améliorer la fréquence cardiaque. Enfin, pas la fréquence cardiaque, l'hémodynamique. Donc, en augmentant la fréquence cardiaque, parce que je vous rappelle que le nouveau-né, l'hémodynamique, elle dépend de la fréquence, de chronotropisme, alors que chez l'adulte, elle dépend de l'inotropisme. L'adulte, il ne va pas monter sa fréquence. Un nouveau-né, il peut monter sa fréquence à 180 ou à 200 pour améliorer sa tension artérielle. Un adulte, non. Il va garder une fréquence, il va être un métachycarde, mais il ne va pas aller au-delà de 120. Il va jouer sur l'inotropisme, alors que le nouveau-né, il agit sur le chronotropisme, sur la fréquence.
donc il va augmenter sa fréquence. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est augmenter la fréquence pour améliorer, attention, l'oxygénation. Deuxième élément sur lequel on veut jouer, c'est la réactivité. Cet enfant ne peut pas être réactif parce qu'il est certainement acide, il a une anémie et il est en arrêt, enfin, une fréquence cardiaque qui est basse. Donc tout ça ne contribue pas à le rendre tonique. Donc il faut jouer sur ces trois éléments, améliorer les trois. Et là, il a une hépatomégalie, donc c'est un élément d'orientation supplémentaire. Alors, c'est un élément d'orientation. Mais moi, je continue dans un premier temps ventilation manuelle, oxygénation, qui permettent à ce moment-là d'augmenter la fréquence cardiaque au moins supérieure à 100, d'améliorer l'oxygénation, donc améliorer la saturation, et votre défaillance cardiaque congénitale à la naissance, elle ne va jamais se manifester, en tous les cas, le cœur ne se manifeste pratiquement jamais avec une hépatomégalie. Voilà. Il faut quelques heures pour qu'il commence. Ça va bien. Voilà. Donc, une défaillance. Les seules cardiopathies qui se manifestent avec une insuffisance cardiaque dans l'immédiate, c'est les. Je sais pas, moi, je ne connais pas tellement de manifestations qui se manifestent d'emblée par une insuffisance cardiaque. Peut-être le retour veineux pulmonaire anormal s'il se bloque. Voilà, quand il se bloque. Il y a encore. Donc, l'hépatomégalie est un élément d'orientation pour l'étiologie. L'étiologie, vous avez trois éléments. Vous avez la pâleur, qui oriente vers l'anémie. L'anémie, elle peut être d'origine hémolytique. S'il y a une hépatomégalie, et elle peut être d'origine, bien sûr, par transfusion fœto-maternelle, si vous n'avez pas d'hépatomégalie. Donc il faut savoir les penser aussi. Tout à fait. Là, c'est juste pour rappeler, mais bon, on avait, je pense, tout ça, peut-être, si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions, même en dehors, enfin sur les éléments-là, qu'est-ce que vous, dans votre pratique, comment vous faites, et ainsi de suite. Donc on vous répond. Vous n'avez pas de questions? Ce qui est recommandé, c'est de penser, dans ces recommandations de l'IFOR, c'est de, quand ça ne répond pas à l'adresse, ça ne répond pas, il faut suspecter le choc hypovolémique ou avec le sérum physiologique. Maintenant, on revient même chez le grand, c'est le cristalloïde et le physiologique. Oui. Avec le sérum physiologique, dans le cas du vous remplissez avec 10 000 litres kilo, non pas 20 000 litres kilo. 10. Oui. Et quel est le test de remplissage? Alors, si, ça dépend de la cause. Si tu as un remplissage, parce que tu as deux façons de prévoir le remplissage. Soit tu remplis parce que tu as une perte, transfusion fœto-maternelle, donc là tu restitues le volume qui est perdu, là il faut aller vite, en 20 minutes. Soit tu as ce qu'on appelle un choc, par exemple là il est pâle, il peut être acide, il peut y avoir un enfant qui est infecté, avec un choc qu'on appelle distributif, avec l'apparition d'un troisième secteur qui va s'installer. Dans ce cas-là, tu remplis en une demi-heure et tu prévois d'autres remplissages successifs. Et là, tu remplis au moins 20 000 litres kilo. D'accord? Donc, normalement, tout ça doit faire sous écho, mais quand on n'a pas l'écho, nous avons la clinique, donc il faut regarder l'hépatomégalie. Si vous avez une hépatomégalie, il faut jusqu'à avec droite, regardez le reflux, l'hépatogégulaire, et à ce moment-là, il faut ausculter le poumon. Si vous avez une hépatomégalie avec un enfant qui graillonne, ça veut dire que vous avez une insuffisance cardiaque bi, à la fois droite et gauche. Dans ce cas-là, il faut faire très attention au remplissage. Alors c'est difficile pour le graillonnement à la naissance parce qu'il peut y avoir une trouble de résorption pulmonaire qui va simuler un graillonnement, mais il faut quand même voir si l'enfant a des crépitants. Donc si vous avez une perte, il faut dans un premier temps remplir avec le sérum phi. Vous allez me dire le sérum phi n'apporte pas d'oxygène, n'apporte pas de 2 minutes. Après 12, vous rigolez 12.
le sérum-fi n'apporte pas d'hémoglobine, donc il ne va pas améliorer votre oxygénation, mais on s'en fout de l'oxygénation chez vous. Voilà, ça tombe bien. À ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est l'hémodynamie. Il faut que ça circule. Vous pouvez faire circuler un enfant et le faire vivre avec 3 grammes d'hémoglobine, et s'il ne circule pas, il a 18 grammes d'hémoglobine, il meurt. D'accord? Donc, vous allez restituer le volume, et après, bien sûr, vous allez apporter votre hémoglobine. Nous avons 2 minutes pour 2 questions. Nous avons. Pas de questions? Ou un commentaire? Juste pour dire que Lamia, tu es d'accord, c'est-à-dire qu'on passe toutes les étapes et qu'on n'a pas les objectifs, ça veut dire qu'il faut toujours rechercher quelque chose de sous-jacent de plus général. Donc il faut pas s'acharner à réévaluer cliniquement, revoir le dossier obstétrical. Tout à fait. Tout à fait. Quand on pense à l'hémodynamisme, la première des choses qu'on va regarder, c'est une groupage maternelle. Si une mère est rhésus négatif, bah, tout de suite, ça va vous... Hop. Parce que pâleur plus hépatomégalie, plus un enfant qui ne s'adapte pas. Mais généralement, ils ont une sorte d'anasac. Ils sont pleins d'œdème, ils sont... Voilà. Exactement. Le tableau est plus brouillon quand il est. Tout à fait. Oui, sauf si c'est une transfusion fœto-maternelle qui vient de s'installer. Il n'y a pas longtemps, dans quel cas, effectivement, vous avez des signes de défense. Oui, la pâleur réfractaire. Il faut voir son placenta aussi. Tout à fait. Il faut voir le placenta. Qu'est-ce que vous cherchez dans le placenta? C'est un décollement. Là, la sage-femme va vous le dire. À ce moment-là, elle va vous dire qu'il y a un décollement placentaire. Ce qui explique pourquoi donc, il y a une hémorragie. Voilà. Parler de choc distributif. Oui, choc septique, distributif aussi. Ça peut commencer comme ça. Assez souvent, ils sont tachycardes, mais quand ça ne va pas, ils sont très bradycardes et ils mettent beaucoup de temps avant de récupérer parce qu'ils sont tellement acides que... Est-ce qu'il y a une indication à passer les bicardes chez un enfant? Oui. 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 Alors, tu fais le premier remplissage. S'il répond... Alors, le premier remplissage, il y a un test que vous connaissez tous, qui est ce qu'on appelle le test de remplissage. C'est-à-dire, je prends l'enfant, le bébé, je le prends par les 2 pieds, je soulève les 2 pieds comme ça sur le corps, je secoue un peu, je le remplis par ses pieds. À ce moment-là, si j'ai une amélioration de la saturation, une amélioration de la... Comme ça, son scope, je prends les pieds, je le soulève comme ça s'appelle un test de remplissage. S'il répond, ça veut dire qu'il est en hypovolémie. Là, je remplis. Si je fais un premier remplissage auquel il répond, et une demi-heure ou 1 heure après, je vois de nouveau que ça chute, je remets un autre. Parce que probablement qu'il est dépendant du volume. Et dans ce cas-là, j'embraye sur autre chose, ça veut dire j'embraye sur un médicament inotrope, soit la dolutermine, soit la noradresse, soit la dopa, ce dont vous disposez, si vous voulez. Voilà, donc il faut embrayer sur quelque chose, et quand on ne sait pas, on utilise la dose moyenne. Par exemple, si je dois utiliser la noradresse, je commence par 0,5 microgrammes kilo-minute. Si je commence par la dopa, je vais commencer à 7 ou voilà, 7,5. Si je commence par la dobu, je commence à 9,10. Donc je ne vais pas aller dans des très hautes doses, ni de très faibles doses. Très faibles doses, je n'aurai pas d'effet. Très hautes, j'aurai des effets délétères. Est-ce que quelqu'un utiliserait le bicard dans cette situation-là? Si c'est oui, pourquoi? Vous pouvez dire qu'il est pâle, il est en acide. Il est pâle, peut-être qu'il est acide, et ainsi de suite. Il n'a pas répondu à l'adrénaline. Parce que les drogues, généralement, en milieu acide. Oui, les drogues ne marchent pas en milieu acide. Oui, mais est-ce que tu utiliserais comme ça en faisant la naissance de la... Oui, comment vous-il working day? Là aussi, c'est une recommandation de pas de... Oui, oui. Et pourquoi? Parce que vous êtes
dans une situation où vous avez une fréquence cardiaque lente, où vous avez à ce moment-là, quand le cœur est en arrêt ou quand il est bradycarde, il se comporte un peu comme un réservoir. Tout ce que vous injectez dans ce cœur, il va rester en grande partie dans ce réservoir. Parce que le cœur, dans ce cas-là, il va chasser, mais il ne va pas chasser tout. Et le pire va arriver au moment de la reperfusion, au moment où vous allez démarrer, votre cœur va démarrer, il va passer de 80 à 100, 110, 130, 140, 150. Parfois, il passe à 180 parce que vous avez mis beaucoup de médicaments dont vous ne vous rappelez même pas. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que 80% de votre débit cardiaque, il va aller où? Cerveau. C'est le grand consommateur de sang chez le nouveau-né. Grand consommateur, c'est le cerveau. Voilà. Donc, votre sang, il va en grande partie au niveau du cerveau, et votre sang, il est riche en quoi? Il est riche en oxygène, il est riche en calcium, il est riche en bicarbonate. Tout ce que vous avez, il va être éliminé, et ainsi de suite. Tout ne va pas au niveau du cerveau. Et la phase de reperfusion, c'est celle entre l'arrêt cardiaque et le démarrage, c'est celle-là qui est la plus mauvaise. Justement, dans le même sens, l'administration de bicarbonate chez le nouveau-né en réanimation. Quelle est l'indication la plus adéquate? Est-ce qu'on se base sur le bicarbonate, gaz de sang? Est-ce que c'est ça? Alors, il y a l'indication des bicarbs chez le nouveau-né, jamais déjà en sa naissance. Jamais. Et la seule indication, c'est une acidose métabolique confirmée avec un pH inférieur à 7,21. C'est un pH à 7,22. N'oubliez pas. Voilà, acidose métabolique confirmée avec un pH inférieur à 7,21 et un base excess aux environs de moins 10, moins 12, moins 14. Si tu as un pH supérieur à 7,21 avec un base excess à moins 8, c'est une acidose qui va s'améliorer progressivement. Donc ça ne sert à rien de mettre du bicarbonate. L'autre, tu vas mettre du bicarbonate, il va s'améliorer. Mais tu auras les effets délétères du bicarbonate. Chez le prématuré, c'est l'hémorragie cérébrale. Chez le nouveau-né à terme, c'est tous les effets délétères du bicarbonate, en particulier sur le cerveau. Le bicarbonate, ce n'est pas un odeur. Est-ce que vous avez des questions, des remarques pour le Cheikh? Si vous n'avez rien, si le taux de bicarbonate sanguin est diminué sans acidose. Qu'est-ce que tu appelles diminué sans acidose? Généralement, quand il est diminué, ça veut dire que soit il est éliminé, ou tu as une diarrhée carbonatée congénitale grave, ou une fuite urinaire massive de bicarbonate, auquel cas, obligatoirement, tu vas avoir une acidose, elle est compensée par acidose, si tu veux. Ça veut dire que tu vas avoir une acidose qui est aux environs de 7,22, 7,24, 7,28, mais tu auras une réserve alcaline à 6 et un base excès à moins 15 ou moins 16. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Ce qui compte, c'est ton pH. C'est le pH qui compte. Parce que de toutes les façons, là, ta seule solution, c'est de dire, il est acide. Hani tout à l'heure, elle disait, moi, il est en milieu acide, si je dois lui mettre de la noradrée, ça ne marchera pas. Effectivement, je ne vais pas compenser de manière brutale son acidose, je vais lui apporter des doses filées en disant, il a combien? Il a moins 16 de base excess. Je vais compenser la moitié à moins 8, que je vais faire étaler sur 12 heures. Donc je vais sur 12 heures, je vais lui mettre par exemple 8 mecs ou 6 mecs sur 12 heures, ça lui fait 0,3 ou 0,4 ml/h, un minimum pour maintenir mon pH supérieur à 7,24 ou à 7,25 pour que mes drogues marchent. D'accord? Le seul élément qui m'intéresse, si tu veux, qui intéresse le réanimateur, c'est qu'est-ce qui va gêner? C'est le pH. Un pH inférieur à 7,21, il va d'abord entraîner une vasoconstriction, tout à l'heure Chadi le disait, il va y avoir une altération des drogues inotropes que tu vas mettre, donc ça ne marchera pas. Donc je vais faire quoi? Je vais passer ce pH au-dessus de 7,22 et je suis tranquille. Là, le bicarbonate, une fois, il est éliminé par les reins, oui, parce que tu as une souffrance rénale. Une fois que ton rein va s'améliorer progressivement, il va récupérer, il va absorber. À ce moment-là, tu n'auras plus cette situation-là.
Et donc, chez les nouveau-nés qui conservent un gramme de choc, par exemple, après un sepsis, il est recommandé de les laisser sous Bicard pendant une durée conséquente. Oui, tu peux les laisser, mais des très faibles doses. L'objectif, ce n'est pas de les faire passer en alcalose. C'est de les passer, par exemple, tu apportes 6 ou 5 ou 4 mecs par jour que tu fais passer sur 24 heures. Et à ce moment-là, à de se filer comme ça en perfusion continue jusqu'à une amélioration de la fonction rénale. L'objectif, c'est de maintenir le pH supérieur à 7,22. Tout simplement. Ce n'est pas de normaliser le pH, ni de normaliser le Bicard. Le Bicard va se normaliser une fois que le rein se normalise. Il y a un choc, il a besoin de 2, 3 jours, 4 jours pour se normaliser. Ça me rajeunit parce que j'ai l'habitude de faire ça avec Moulay Délici. Bah ça vaut. Dans les années 90, ou 90. Nqol 80 غادي نقول Plus de questions? Je pense qu'on va enchaîner avec la suite des programmes. En bas. En bas.